Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. L'atelier des conteurs de la Serma est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir après des temps quelque peu difficiles. On ne va pas s'étendre là-dessus. Donc ils vont vous raconter des histoires à rêver, des histoires à rire, des histoires à voyager. Merci d'éteindre vos bêtes qui sonnent. Merci de garder le masque pendant toute la durée du spectacle. Mais les conteurs qui vont être à 3 mètres de vous vont enlever le masque pour raconter. Êtes-vous bien assis? Vos oreilles sont ouvertes? Alors, place aux histoires. L'histoire que je vais vous raconter nous vient de la Chine ancienne. Un modeste paysan vit seul avec son fils unique. Un jour, il va au marché. Il aperçoit une magnifique jument. Il rassemble les économies de toute sa vie. Il achète l'animal. Quand il revient au village, tous ses voisins sont là. Ils le félicitent. « Oh, mon ami, mais quel magnifique animal! Une jument en plus! Quelle chance tu as d'avoir pu te le procurer! » « Merci, merci, mes amis, » répond l'homme humblement. La vie du paysan change du tout au tout. Il a maintenant une aide pour les travaux agricoles. Il fait des promenades beaucoup plus longues dans toute la contrée. Tous les matins, il se réjouit de la retrouver. Mais un matin, il entre dans l'écurie. La jument a disparu. Quand les voisins apprennent la nouvelle, ils se rassemblent. « Mon pauvre ami, mais quelle malchance! Toi qui avais mis toutes tes économies dans cet animal! Quel malheur! » Merci, mes amis. Ne rajoutons pas de mots. Nul ne sait ce qui peut arriver. Les nuages cachent le soleil, mais ils apportent la pluie nourricière. Parfois, d'un malheur peut naître un bienfait. Nul ne sait ce que la vie nous apporte. Le temps passe. Une année entière passe. Et voilà qu'un beau jour, la jument revient. Elle revient accompagnée d'un magnifique étalon et grosse d'un jeune poulain qui ne tarde pas à naître. Alors là, tous les villageois sont là. « Oh, mais quelle chance, mon ami! Tu avais perdu un cheval et voilà que maintenant tu en as gagné 3. Quelle chance, Il les interrompt à nouveau. « Non, n'en parlons plus, mes amis. Nul ne sait ce que nous réserve la vie. Les nuages, certes, apportent la pluie bienfaitrice, mais aussi l'orage dévastateur. Tout change.
Nul ne sait ce que la vie nous apporte. Le temps passe. Quelques mois passent. Le jeune homme, le fils du paysan, a entrepris de dompter l'étalon. L'animal est sauvage, fougueux. Et voilà qu'un jour, alors qu'il a réussi à chevaucher l'animal, l'étalon se cabre. L'homme, le jeune homme, tombe brusquement, violemment. Il a les 2 jambes broyées. En apprenant l'accident, tous les voisins sont là. « Quel malheur! Ton fils unique, le voilà infirme !» Silence, mes amis, ne rajoutons pas de mots. Nous verrons ce que les lendemains nous réservent. Tout change dans la vie. Puis mon fils est encore vivant. Nous verrons ce que la vie nous apporte. Le temps passe encore quelques mois et voilà que c'est la mobilisation générale. L'ennemi a envahi le pays. Tous les hommes valides doivent partir au combat. Bien peu en reviendront. Alors, chance ou malchance, qui peut le dire? Ali était un brave homme, ni plus travailleur, ni moins travailleur qu'un autre, ni plus avare, ni plus généreux. C'était un bon père, un bon mari, un bon voisin. Il travaillait la terre avec son âne. Et la vie s'écoulait paisiblement. L'âne d'Ali était une brave bête, ni plus têtue, ni moins têtue qu'une autre, ni plus gourmande, ni moins gourmande. Et voilà qu'un jour, Ali va chercher son âne pour commencer la journée de travail. Et il l'aperçoit en train de mâchonner quelques brins de foin qui restaient dans sa mangeoire. Et il se dit, mais cet âne me coûte fort cher à nourrir. Si, peu à peu, progressivement, je diminuais sa ration d'une poignée de foin par-ci, une poignée de foin par-là. Peut-être qu'il ne s'en rendrait pas compte. Et dès le lendemain, Ali enlève une poignée de foin à la ration de l'âne. L'âne travaille docilement toute la journée. Il ne se passe rien. Semaine après semaine, Ali
soustrait une poignée de foin à la ration de l'âne. L'âne travaille, ne manifeste aucun mécontentement. Il ne se passe rien. Et voilà qu'un matin, en allant lui donner à manger, Ali se rend compte que s'il soustrait encore une poignée de foin à l'âne, il ne lui donnera plus rien à manger. Il est un peu mal à l'aise. Il hésite, il se balance d'un pied sur l'autre. Que faire? Bon, nous verrons bien. L'âne travaille toute la journée. Il ne se passe rien. Il s'écoule comme ça quelques jours, peut-être une semaine, et un matin, en allant chercher son âne, Ali le trouve couché devant la mangeoire vide. Bon, d'accord, oui, d'accord, j'ai exagéré, ok, tu as gagné, d'accord. Il va vite chercher quelques brassées de foin, il en remplit la mangeoire. Il s'en va. Il revient quelques heures après. L'âne est toujours couché devant la mangeoire. La mangeoire est toujours pleine. Oh, bon, n'exagère pas. Oh, fais pas ton têtu, hein, ça va. J'ai reconnu mes torts. Tu vas pas faire ta mauvaise tête. Rien. Ali regarde un peu mieux. S'approche encore presque à toucher l'animal. L'âne est mort. Oh. Oh, mais quel malheur! Oh, mais je m'étais donné tant de peine à dresser cet âne pour qu'il travaille sans rien manger. Il travaillait et ne me coûtait plus rien. Et voilà qu'il est mort. Que je suis malchanceux. Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. J'ai pensé qu'après cette période de confinement qui a interrompu nos rapports sociaux, une remise à niveau serait bien utile. Et pour cela, j'ai fait appel à un maître, Monsieur Georges Brassens. La femme qui possède tout en elle pour donner le goût des fêtes charnelles, la femme qui suscite en vous tant de passions brutales, la femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies que pour ces beaux yeux l'on commet, la transportent. Mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses.
Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf si elle aime un homme avec tendresse. Alors, toujours sensible à ses caresses, toujours bien disposée, toujours encline à s'émouvoir, elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, elle souffre de nymphomanie chronique, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs 2 fichus quarts d'heure. Encore, c'est bon, continue, qu'elle crie pour simuler qu'elle monte aux nues, c'est pure charité. Les soupirs des anges ne sont que de pieux mensonges. C'est à seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Que le coq, imbécile et prétentieux perché dessus, ne soit pas déçu. J'entends déjà les commentaires de ceux qui font des châteaux à Cythère. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être. Mais si les assauts vous pèsent de ces petits « m'as-tu vu quand je baise ?» Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Dis donc, dit la pie au cochon, tu ferais bien de faire un bras de toilette. Que dis-tu ? Demande le cochon, en relevant son poing couvert de boue. Je dis que tu ferais bien de te laver. Pourquoi ? Dit le cochon qui ne voyait pas où était le problème. Après son bain de boue, il se trouvait même plutôt élégant. Parce que
Tu n'es vraiment pas beau. Tout de suite les grands mots. Alors là, je dirais même plus, dit Lapi. Tu es carrément laid. Il était dégoûté par toute cette saleté, elle qui se lavait plusieurs fois par jour. Mais, dit le cochon, mais qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid? Et puis ce qui est beau à l'extérieur, l'est-il aussi à l'intérieur? Furieux, il se roula encore dans la boue, d'un côté et de l'autre. Réfléchis à ça, Lapi. L'extérieur et l'intérieur. Lapi regrettait de lui avoir adressé la parole. Voilà que ce gros cochon se mettait à lui faire la morale. Tout en continuant de se lisser les plumes, il réfléchissait pourtant à ce qu'il venait de lui dire. L'extérieur et l'intérieur. Et pour la première fois de sa vie, elle se demanda comment est-ce qu'elle pourrait se faire belle aussi à l'intérieur. Vous vous souvenez? Ali et son âne. Oh, il avait été en colère. Et puis, il avait réfléchi. Et puis, la compréhension lui était venue. Et, avec la compréhension, la compassion. Et il s'était rendu compte qu'il avait mal agi bêtement. Et il le regrettait. Et puis, les mois avaient passé. Et un jour, Ali décide de se racheter un âne. Oh, il veut le choisir jeune. Il veut apprendre à le connaître, le voir grandir, lui apprendre doucement à travailler, s'en faire aimer. Et peu à peu, Ali s'attache à l'animal. Ils deviennent de bons compagnons. L'âne a grandi. Et un jour, Ali décide d'aller au marché dans une ville un peu éloignée de là où il habite, avec son âne. Ils partent. Ils arrivent à la grande ville. Ali va droit au caravansérail où il installe son âne à l'écurie. Il vérifie que l'âne ne manque de rien, qu'il est bien installé, qu'il ne souffrira ni de la chaleur ni du froid. Rassuré sur ce point, Ali se promène au marché, il y passe la journée, il est ravi.
Le soir, il revient au caravansérail et, bien avant que de se coucher ou de se doucher, il va voir son âne. Il arrive dans l'écurie. Plus d'âne. L'âne n'est plus là. Il regarde partout. Non, l'âne a disparu. Ah non! Ah non! Ça ne va pas se passer comme ça. Ali retourne sur la place du marché. Il grimpe sur la terrasse de la maison la plus haute et il crie de façon à ce que tout le monde l'entend. Il crie à s'en casser la voix. Voleur! Voleur! Rendez-moi mon âne! C'est mon âne! Je ne partirai pas sans lui. Rendez-le-moi. Je dors ici cette nuit. Et si demain matin, au lever du jour, vous ne m'avez pas ramené mon âne, alors je ferai exactement ce que mon père a fait en pareille circonstance. Et il redescend dignement de la terrasse et va droit au caravansérail. Sur la place du marché, les gens rigolent un petit peu, ricanent, mais s'interrogent quand même. Et tu le connais? Non. Et son père? Ben non. Mais tu sais ce qu'il a pu faire, son père? Non. Et la rumeur enfle et commence à se propager dans tous les quartiers de la ville, et avec la rumeur, l'inquiétude, mais qui est cet homme? Qui était son père? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les heures passent, et la rumeur grossit encore, et arrive jusqu'aux oreilles des voleurs. Bon, Baliverne, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, mais les heures passent et l'inquiétude grandit chez les voleurs aussi. Oui, mais... Et le doute, et qui c'est? Et qui est son père? Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit est tombée depuis longtemps. Et voilà qu'au milieu de la nuit, Ali entend frapper à la porte de sa chambre. C'est un homme qui entre, tête basse, tremblant. Voilà, je t'ai ramené ton âne. Il est à l'écurie, tu peux aller vérifier. Nous en avons pris grand soin. C'était une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. Ali regarde l'homme avec hauteur et il finit par dire « Très bien, tu m'as ramené mon âne, je tiendrai parole. Tu peux partir maintenant, à quatre pattes, comme l'âne que tu m'avais volé. Et ne t'avise pas de te relever, je le saurai. » L'homme sort à quatre pattes, fait tout le trajet du retour à quatre pattes et c'est fort malaisé. Ali se recouche. Et le lendemain matin, il descend, retrouve son âne, le charge
et se prépare à partir au milieu d'une foule nombreuse qui le regarde se préparer. Et alors qu'il se prépare vraiment à partir, quelqu'un dans la foule ose enfin lui poser la question qui brûle toutes les lèvres. Mais dis-nous, mais qu'a fait ton père quand on lui a volé son âne? Mon père? Ah, mon père. Il n'a jamais eu d'âne. Alors, il existe un royaume très très riche, avec un roi très très riche. Et son épouse, la reine, étant décédée, elle lui laisse 3 fils, que le roi aime d'une façon égale. Et le roi, se sentant vieillir, il pense à sa succession. Mais lequel des 3 fils choisir? Puisqu'il les aime tous les 3 également. Il réfléchit. Il réfléchit. Et il réfléchit. Il a trouvé la solution. Il convoque ses 3 fils. Il leur dit, voilà, je me fais un peu vieux, il faut que quelqu'un me succède, mais comme je vous aime tous les 3 de façon égale, je ne peux pas me décider. Alors voilà, je lèguerai mon trône au plus intelligent, au plus courageux et au plus honnête. Mes enfants, il existe au fond dans le bois une rose magnifique, la plus belle rose du monde, toute blanche, bordée d'or. Le premier qui me la ramènera, je lui donnerai mon trône. Et les 3 enfants, chacun de leur côté, partent à la fameuse rose de Penperlé. Le premier garçon part, il rencontre une vieille dame rabougrie qui essayait de monter un fagot sur son dos. Où tu vas, mon garçon, comme ça, si pressé? Tais-toi, la vieille, laisse-moi passer. Tais-toi, la vieille, laisse-moi passer. Oui, je sais où tu vas. Tu vas chercher la rose de Penperlé, mais tu peux marcher des jours et des jours. Jamais tu la trouveras.
Arrive le second garçon, il rencontre la même vieille dame qui essaie de mettre son fagot sur son dos. Où tu vas, mon garçon? Peux-tu venir me mettre le fagot sur le dos? Moi, je pense qu'elle est toupie, pousse-toi, je suis très pressé. Oui, tu es pressé, mon jeune homme. Toi aussi, tu cherches la rose de Pemperlé. Oh, tu peux marcher, 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 des jours et des nuits, jamais tu la trouveras. Arrive le troisième jeune homme. Je me demande toujours la même dame avec son fagot. Bonjour, jeune homme. Où vas-tu, beau garçon? Peux-tu m'aider à mettre mon fagot sur mon dos? Mais bien sûr, madame, après plaisir. Je peux même vous l'amener jusque chez vous. Parce que si vous prenez votre fagot trop lourd, vous risquez de mourir en route. Mais où vas-tu? C'est pressé. Je suis à la recherche de la rose de Pemperlé, mes frères et moi. Et notre roi, le père, a dit que celui qui la ramènerait au royaume sera roi. Mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas comment la trouver. Elle doit être si loin. N'inquiète pas, je ne suis pas une sorcière, je suis une fée. Je suis là pour tester l'honneur, l'amour et le cœur de toi et des enfants et de tes frères. Mais comme tu es gentil, je vais te dire où est la rose de Pemperlé. Tu vois ce bois là-bas? Il y a 3 roses, il y a un grand buisson avec 3 roses. Il y a une rouge, une verte et une blanche. La blanche, c'est la rose de Pemperlé. Effectivement, le jeune homme court dans le bois, il trouve le buisson, hop, il cueille la rose de Pemperlé, et hop, et il repart vers le château. Chemin faisant, il rencontre ses 2 frères et il lui raconte son aventure. Voilà. Les 2 frères, très en colère, ils prennent le jeune homme, ils le tuent et le mettent dans une fosse. Et les 2 frères lui volent la rose et courent au château. Oh père, père, nous avons trouvé la rose de Pemperlé tous les 2 en même temps. Alors le roi, fort embarrassé, il se dit, je ne peux pas donner mon royaume à l'un ou à l'autre, étant donné qu'ils ont amené la rose tous les 2 ensemble. Et alors le temps passe, le roi dit quand même, mon 3e fils, celui qu'il préférait en secret, ne rentre toujours pas. Les années passent. Et quelques années plus tard, une dizaine on dira, il y avait un berger qui promenait son troupeau dans le bois. Et le berger, un jour, il trouve un os long, blanc et bien solide. Il prend l'os et avec son petit couteau, il fait des trous dans l'os. Et il en fait une flûte. Alors le berger souffle dans la flûte, mais aucune musique ne sort. Seulement des mots. Des mots. Souffle, souffle, berger, mes frères m'ont tué dans la forêt de Saint-Avé pour la rose de Pemperlé. Et chaque fois que le berger sifflait dans la flûte, toujours la même ritournelle. Et quelques temps plus tard, le roi, dans une chasse, chasser le roi, il rencontre le berger. Dis donc, berger, t'as une belle flûte.
peux-tu me la prêter? Que je souffle dedans. Oh, il dit, oui, mon roi, mais est-ce que vous allez arriver à faire sortir de la musique? Parce que, oh, le roi, il souffle la flûte, et là, pas de musique. Ah, souffle, souffle, sire. Mes frères m'ont enterré après m'avoir tué dans la forêt d'Avé pour la rose de pin perlé. Le roi, stupéfait, ordonne à ses serviteurs, amenez-moi mes 2 garçons. Les 2 garçons arrivent, et le roi dit, mes enfants, voilà une belle flûte, vous allez souffler dedans, ça va me distraire. Les garçons soufflent. Soufflez, soufflez, barbares, mes frères, c'est vous qui m'avez tué dans la forêt d'Avé pour la rose de pin perlé. Les 2 frères ne peuvent pas nier l'évidence, leur crime. Pour les châtier, le roi les fit brûler vifs sur un feu. Et pendant le supplice, le roi ordonne au berger de souffler dans l'instrument. Et là, un air somptueux sort, le plus bel air qu'on ait jamais vu, qu'on ait jamais entendu de la vie. Tout ça pour fêter l'événement. Le roi devint vieux. Très très vieux. Même très très vieux. Et dans un dernier soupir, il donna son royaume au petit berger. Un matin, un homme se réveille. Il a mal à la tête. La veille, il a trop mangé et trop bu. Il se lève péniblement et se regarde dans le miroir de la salle de bain. Oh là là! Mes yeux sont pochés, mes joues froissées et mon nez coule. À la vue de ses oreilles, il appelle sa femme. Dis-moi, toi, à quoi servent les oreilles? Ce matin-là, sa femme n'a pas envie de plaisanter. Elle refuse de lui répondre. Alors, l'homme appelle ses enfants. Dites-moi, vous, à quoi servent les oreilles? Eh, oh, c'est nous qui posons les questions. Et toi, tu réponds. Et ses enfants partent à l'école. L'homme se sent abandonné par les siens. Il court au café du coin
où, comme chaque matin, ses amis sont attablés. Dites-moi, lequel d'entre vous peut me dire à quoi servent les oreilles? Ses amis restent bouche bée devant une telle question. Ils s'inquiètent pour lui, il a peut-être des soucis avec sa femme, ses enfants, peut-être son travail. Il lui offre un café, mais l'homme refuse. Il est pressé, il a une vraie question, il veut une vraie réponse. Voilà pourquoi il part à travers les chemins et les routes, interrogeant tout un chacun. Dites-moi, pouvez-vous me dire à quoi servent les oreilles? Mais c'est un étranger, c'est un fou! Et les gens lui tournent le dos. Après des mois de voyage en solitaire, un jour, il arrive au bord de la mer. Assis tranquillement sur un tabouret, un pêcheur est en train de recoudre l'un de ses filets. Il a passé le fil derrière l'une de ses oreilles. Alors l'homme comprend. Il envoie une lettre à sa femme, à ses enfants, à ses amis restés sans nouvelles, où il écrit. Mais pourquoi personne ne m'a dit que les oreilles servent à coudre? Voilà pourquoi les enfants de ces enfants savent et se vantent d'avoir les oreilles très bien ourlées. Vous aussi, peut-être. Voilà le déroulé du fil de cette histoire. Et maintenant, motus et bouche cousue. Ali et son âme. Bon, vous vous doutez bien qu'après cette aventure, Ali s'était attaché à l'animal encore plus si c'était possible. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et voilà qu'un matin, alors qu'il est assis tranquillement sur le seuil de sa porte, il voit arriver son voisin. Bonjour voisin. Bonjour Ali. Mon ami, en fait j'ai un service à te demander. Vois-tu, ma femme est partie au village voisin avec notre âne et je dois absolument aller faire une course au marché. Est-ce que tu me prêterais ton âne? Mais bien entendu, volontiers. Mais malheureusement, mon âne n'est pas là aujourd'hui. Au même instant, on entend l'âne braire derrière la maison. Mais enfin, Ali, comment peux-tu prétendre être mon ami alors que tu refuses de me prêter ton âne? Mais, puisque je te dis qu'il n'est pas là. Mais enfin, ne raconte pas n'importe quoi. À mon tour d'être vraiment très déçu. Tu accordes plus d'importance à la parole d'un âne qu'à la mienne? Et tu te prétends mon ami?
Le printemps vient d'arriver. Le vieil homme et son fils longent la côte escarpée. Ils cherchent des moules. Une erreur, c'est son petit-fils, en réalité. Et son petit-fils cherche des moules. Voilà. Scrutant les environs, en contrebas, l'enfant voit une forme. C'est le phoque. Sa couleur ardoisée se confond avec celle des rochers. Et il regarde. Une tache rouge sur son ventre. Dis, grand-père, il est blessé. Oh. Surtout ne pas s'en approcher. Et l'enfant se remet à chercher des moules. Toujours un œil sur le phoque. Et là, la tache rouge devient toute blanche, immaculée. Un jeune phoque vient de naître. Il se blottit contre sa mère, qui se dort au soleil. Les semaines passent, le printemps avance, le vieil homme et son fils longent toujours la côte, mais le petit phoque a grandi. Il est devenu couleur des rochers. Il regarde sa mère nager, mais le petit phoque sait que là-haut, il y a le vieil homme et son petit-fils qui le regardent. Le petit phoque apprend à nager avec sa mère. C'est l'été. Quand la mère phoque le pousse pour la première fois dans l'eau glacée, il s'agite, il s'affole. Mais naturellement, avec ses nageoires et sa queue, il remonte à la surface. À chaque fois que son petit museau jaillit de l'eau, l'enfant applaudit. Le phoque apprend à nager avec sa mère, il tourne, ils font des cercles dans l'eau, des volutes. Et l'enfant, à chaque fois, applaudit en voyant le petit phoque qui regarde l'enfant. C'est l'automne. Comme chaque soir, l'enfant va chercher grand-père au port quand il rentre de la pêche. Il aime ces moments seul à seul avec grand-père, car au moins avec lui, on peut parler de choses sérieuses, de la vie, de l'amour, de la mort. Tiens, la camionnette est bien là, la porte est ouverte et la radio de bord diffuse un air de grande musique. Où est grand-père? Grand-père est là-bas, avec son panier plein de poissons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde fixement l'eau du port et il lance un poisson, puis un autre, et puis encore un autre. Et à chaque fois, une tête moustachue, habilement, attrape le poisson. L'enfant se dit qu'il vit là un moment extraordinaire. Il n'est plus lui-même. Il n'est rien, mais il est tout. Il est tout l'ensemble. Il est le grand-père, il est le phoque, il est lui. Dans la nuit voilée de musique. L'hiver arrive. L'enfant va à l'école.
comme tous les bons enfants. Et pendant ce temps, le jeune phoque apprend la mer, il apprend la côte, il visite chaque fissure de rocher, il connaît tout, il s'aventure de plus en plus loin. Il adore quand la mer est houleuse et que les vagues scintillantes de poissons font des rouleaux. Alors il plonge profond, il regarde vers le ciel pour voir se profiler les poissons. C'est comme ça qu'il a appris à pêcher. Il sait aussi autre chose, comment dormir en flottant, comme une bouteille, le nez hors de l'eau et les yeux fermés. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est l'accompagnon des autres enfants phoques. Et il aime s'allonger sur les rochers et sentir sur sa peau la chaleur du soleil et la fraîcheur du vent. Le printemps est de retour. Le sol est tapissé de fleurs sauvages. Le vieil homme et son petit-fils longent toujours les côtes. La maman phoque est là, mais pas le petit phoque. Dis, grand-père, pourquoi le petit phoque n'est pas avec sa maman? Oh. L'hiver a été rude. Les marées se sont succédées. Et peut-être n'a-t-il pas survécu. L'été revient. L'enfant va à l'école de surf. Un jour, alors qu'il est allongé sur sa planche en train de se reposer, il voit un remous, une forme qui tourne autour de sa planche. La tête luisante du phoque surgit près de son visage. Il est revenu. Ils sont si heureux ensemble. Pendant des heures et des heures, ils chevauchent ensemble les vagues. Mais soudain, une vague un peu plus forte que les autres propulse l'enfant. Sa tête heurte un rocher. Il est aspiré par les profondeurs. Il coule à pic. Ses poumons se remplissent d'eau. Soudain, il sent une pression dans son dos, une force qui le fait remonter jusqu'à la surface. C'est le phoque qui l'a aidé à remonter et à s'agripper à sa planche. Une vague le pousse jusqu'au rivage, où ses amis l'attendent, inquiets. Il reprend son souffle. Le lendemain et tous les jours de cet été caniculaire, il chevauche les vagues avec le phoque. Sans transition, après le superbe été, c'est un hiver terrible. La mer est déchaînée. Elle bouscule les rochers, propulse les graviers dans tous les sens, dans un bruit assourdissant. Sur la plage, personne et aucun phoque à l'horizon. Le sol est tapissé de fleurs sauvages. Le printemps est de retour. L'enfant se promène le long de la côte, mais sans son grand-père. L'enfant et ses amis continuent à se promener le long de la côte en espérant voir les phoques. En vain. L'été revient, l'enfant a grandi, c'est un jeune homme maintenant. Il aime pêcher au bord du port sur l'embarcadère, comme le faisait son grand-père. Un soir, sur la mer luisante, il voit
deux têtes moustachues qui surgissent de l'eau. Il reconnaît son ami le phoque. Il est accompagné d'un petit bébé phoque. L'enfant sourit. Il se dit que l'été prochain et tous les étés qui suivront, il ira faire du surf dans les vagues avec le phoque. Il se dit aussi que peut-être qu'un jour, quand il sera devenu lui-même grand-père et qu'il se promènera le long des falaises avec ses petits-enfants, il se dit qu'ils regarderont ensemble les phoques. Merci au public fidèle et toujours bienveillant et courageux. Voilà. Merci à Merci, Michel. Emmanuel, à Kiki Film, donc, à Michel, notre animatrice d'atelier, à la Serma,